En 2023, les services de sécurité ont enregistré 271 000 victimes de violences conjugales. Que si on veut que les femmes quittent un conjoint, un partenaire violent, eh bien, il faut qu'elles aient un toit sur la tête. Au 3919, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que les femmes cumulent plusieurs types de violences. Le 3919 est effectivement une ligne d'écoute gratuite, anonyme, et qui respecte le temps des femmes. Si on prend les chiffres de l'année dernière au 3919, plus de 75% des femmes qui nous ont appelées ont au moins un enfant. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Conversation où on plonge dans le quotidien de celles et ceux qui s'engagent pour un monde plus juste et plus solidaire. Dans Conversation, j'ai le plaisir d'accueillir des personnalités engagées du monde associatif soutenues par le dividende sociétal de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Nous parlons d'engagement, de mission, de défis, un moment d'échange pour remonter le fil de leur vie et comprendre ce qui a façonné leurs idées et motivé leurs combats. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Miné Gunbay, directrice générale de la Fédération nationale Solidarité Femmes. En 2023, les services de sécurité ont enregistré 271 000 victimes de violences conjugales. Derrière ce nombre considérable, il y a des violences physiques, sexuelles, économiques ou verbales. Depuis près de 40 ans, la Fédération nationale Solidarité Femmes se bat pour défendre les droits des femmes, les aider à sortir de la violence et lutter contre les inégalités persistantes entre les sexes. Miné Gunbay, merci d'être venue sur ce plateau pour cette émission de conversation. En préparant cette émission, je vous ai demandé de venir avec un objet qui symbolise votre activité, votre engagement. Quel est cet objet ? Eh bien, c'est un livre. C'est un livre alors, de Geneviève Fraise, Le féminisme, ça pense. Il m'a semblé intéressant de parler d'un livre parce que... Alors, des livres de manière générale, parce que nous sommes dans un moment où l'obscurantisme est particulièrement préoccupant et que je crois qu'il faut qu'on continue à s'éclairer à travers les livres. Et aussi parce que c'est notamment à travers les livres que moi je garde l'espoir, parce que depuis une vingtaine d'années, on voit de plus en plus de profusion de littérature sur les questions d'égalité féministe et qui permet aux plus jeunes générations aussi de penser la société d'une autre manière et de la faire évoluer. Donc voilà, je trouve que c'est quelque chose qui nous permet de garder espoir sur le monde dans lequel on vit. Très bien. Merci beaucoup d'avoir présenté ce livre et on mettra les coordonnées du livre en post-scriptum de notre émission. Je crois que le plus simple, c'est que vous commenciez par nous présenter la Fédération nationale Solidarité Femmes, ses principales missions, quelques chiffres si vous voulez. Je vous laisse faire. Alors la Fédération nationale Solidarité Femmes, c'est une fédération qui s'est constituée de manière assez intéressante puisque c'est une fédération qui part des territoires. Donc dans les années 70, 4 ou 5 associations qui s'étaient créées autour de la question de l'hébergement décident de se réunir parce que là déjà elles ont compris que c'est la force du collectif qui permettrait effectivement d'être mieux entendues, décident de créer cette fédération. Et à l'origine, en fait, ces femmes, essentiellement des femmes, décident de créer des centres d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales parce qu'elles partent d'un postulat qui est que si on veut que les femmes quittent un conjoint, un partenaire violent, eh bien, il faut qu'elles aient un toit sur la tête. Et donc, c'est comme ça que dans les années 70 émergent les premiers centres d'hébergement qui, dans les années fin 70, donnera lieu à la constitution de notre fédération. À l'époque, 5 associations. Aujourd'hui, on est 80 associations et 2 unions régionales qui composons cette fédération. Quand on parle violence conjugale, on pense surtout violence physique, féminicide même, mais votre combat va bien au-delà de ça. Au 3919, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que les femmes cumulent plusieurs types de violences. À la fédération, on en a identifié 7, et donc les femmes peuvent être victimes de violences physiques, et par exemple de violences psychologiques à la fois. Et donc on ne peut pas dire que les femmes ont un parcours défini de violences. Ce sont des violences qui se cumulent et qui sont multiples tout au long de leur vie. Sur le sujet des violences économiques auxquelles on pense peut-être pas en premier, nous avons fait le choix chez Crédit Mutuel Alliance Fédérale, pour le Crédit Mutuel et pour le CIC,
d'être partenaire avec votre fédération. J'aimerais que vous nous définissiez plus spécialement ce que sont les violences économiques, et puis ensuite que vous nous disiez comment vous avez pu utiliser ce compte que nous avons dédié spécifiquement aux femmes en situation de violence. Alors les violences économiques, déjà il faut savoir que ça reste des violences que les femmes ont des difficultés à nommer telles quelles. C'est nous qui leur permettons, les écoutantes, qui leur permettent effectivement de mettre un mot sur des situations qu'elles vont plutôt raconter. Parce qu'au 3919, les écoutantes n'ont pas un guide d'entretien, elles écoutent la parole des femmes, elles les informent en fonction des besoins et donc elles leur donnent un certain nombre d'éléments. Et donc quand une femme va nous expliquer par exemple que son mari lui a substitué ses moyens de paiement, que madame est obligée est victime de violences sexuelles parce que son partenaire lui fait du chantage économique, que monsieur lui dit que il ne payera pas par exemple la part alimentaire des enfants parce qu'il a d'autres projets. Tout ça, ce sont des violences économiques qui se cumulent, comme je le disais tout à l'heure, à d'autres types de violences. Et donc les écoutantes accompagnent les femmes à pouvoir mettre des mots sur ces violences-là. Donc ces violences, elles sont multiples, elles sont à la croisée de d'autres violences et sur les chiffres de 2023, on remarque que c'est quasiment un quart des femmes sur les 98 000 qui nous ont appelés qui vivent une forme de violence économique. Et donc à cet égard, pour nous, ce qui est important, c'est qu'on puisse leur proposer des pistes et des solutions. Et donc effectivement, ce qu'on peut faire avec nos centres d'hébergement et le dispositif et le partenariat avec le Crédit Mutuel, c'est de permettre à des femmes d'avoir un compte bancaire. Parce qu'aujourd'hui, en France, ce qui peut paraître assez incroyable, mais de très nombreuses femmes qui nous appellent nous disent ne pas avoir ni de moyens de paiement en propre, ni de compte bancaire en propre. Et donc ce dispositif, une fois qu'elles ont quitté le domicile et qu'elles sont dans nos centres d'hébergement, eh bien elles vont pouvoir avoir un compte bancaire en propre. Un compte bancaire en propre, dont le conjoint ne connaîtra même pas l'existence, puisque nous veillons à ce qu'il ne soit pas rattaché au domicile conjugal avec une domiciliation avec votre partenariat. Et nous avons également veillé à former nos conseillers pour qu'ils puissent effectivement bien accueillir les femmes qui sont victimes de ces violences économiques. Et d'une manière générale, ça nous permet aussi de sensibiliser nos conseillers à l'existence du 3919, parce que malheureusement, c'est parfois juste le conseil qu'il faut pouvoir donner à des femmes que rencontrent nos collaborateurs. Alors les violences aux femmes, malheureusement, c'est très ancien. Est-ce que cela a évolué ces dernières années, et notamment du fait des nouvelles technologies ? Alors, effectivement, comme vous le disiez, les violences faites aux femmes sont structurelles, ancestrales. Les violences faites aux femmes s'inscrivent dans des rapports de domination. Et donc, à cet égard, il faut lutter à la racine de ces violences et de ces dominations. Et donc, nous et les associations féministes qui travaillons pour lutter contre les violences, eh bien, on pense qu'il faut une prise en charge globale des femmes. Et donc, ça passe de l'éducation dès le plus jeune âge jusqu'à la prise en charge dans des centres d'hébergement pour permettre aux femmes de pouvoir se reconstruire ensuite dans une vie libre et sans violence. Et donc, ce qui nous semble aussi important, c'est que on puisse observer l'évolution de la société. Donc, évidemment, MeToo est aussi passé par là. Moi, j'aime à dire, en fait, que quand on a mis en place, il y a 30 ans, la ligne d'écoute et d'information et d'orientation qui est le 3919, eh bien, les féministes d'alors avaient déjà libérer la parole des femmes, puisque cette ligne d'écoute a été très vite assaillie d'appels. Quand on met en place les dispositifs nécessaires, les femmes, effectivement, peuvent les mobiliser et s'en servir. Et donc, ce que nous, on a pu observer, c'est qu'à travers nos dispositifs, que ce soit la ligne d'écoute ou la question de l'hébergement, eh bien, les femmes ont une prise en charge globale. Maintenant, concernant l'évolution des types de violences, la différence majeure, c'est certainement autour des cyberviolences, puisque quand les femmes, dans les années 80, quittaient le domicile, qu'elles étaient mises en sécurité dans un centre d'hébergement, évidemment, les agresseurs ne manquaient pas d'ingéniosité et pouvaient parfois les persécuter. Mais c'était d'autres formes et d'autres modalités. Aujourd'hui, avec l'évolution technologique, effectivement, eh bien, le fait de pouvoir pister une femme, le fait de pouvoir
pouvoir continuer à suivre ses activités, il suffit d'avoir partagé son code d'accès de sa boîte mail, par exemple. Il suffit aussi de partager ces codes pour les aides à l'allocation familiale. Du coup, monsieur peut effectivement les changer et percevoir les aides. Donc voilà, il y a les évolutions technologiques qui sont pas toujours en faveur, effectivement, de la protection des femmes. Et donc nous, en tant que fédération, on mène aussi des campagnes pour sensibiliser et informer les femmes sur ces nouveaux risques et de pouvoir effectivement y pallier. 3919, c'est votre outil phare, c'est ce qui vous permet d'apporter les premières réponses, d'abord par l'écoute. Parce que tout commence par ça, et je sais que vous êtes régulièrement encore en écoute ou en double écoute, ce qui vous permet de garder vraiment le contact avec le terrain. J'imagine que ça doit parfois être des moments assez compliqués, voire douloureux. Alors effectivement, nos écoutantes nous font part aussi du type d'écoute qu'elles peuvent avoir. Et par exemple, ce qu'elles me disent dernièrement, c'est que les types de violences qu'elles entendent et les témoignages qu'elles entendent, pour les plus anciennes par exemple, elles trouvent qu'il y a une augmentation des actes qui peuvent s'apparenter à de la torture, à de la barbarie, que les femmes déposent plus facilement des témoignages très vite très difficiles et insoutenables et innommables, parfois même pour les femmes. Et donc oui, dans l'écoute, il y a quelque chose qui permet d'être malheureusement connecté à ce qu'il y a de plus violent de notre société. Et donc voilà, ces allers-retours entre le terrain, entre le 3919, à tous les niveaux de notre fédération, on arrive à l'avoir et à le garder, parce que la force de notre réseau, c'est qu'on a différents dispositifs. On a effectivement l'écoute, comme vous l'avez dit, qui est le premier levier qui va permettre à des femmes soit d'avoir effectivement, après la première écoute, effectivement des éléments suffisants pour pouvoir engager les démarches, mais on respecte aussi le processus de chaque femme, et donc il va y avoir des femmes qui vont nous appeler plusieurs fois. On a aussi l'intention que les femmes aillent rencontrer des professionnels sur le terrain. C'est pour ça qu'on parle d'un triptyque qui est l'écoute, l'information, l'orientation. Et donc, nos dispositifs d'accueil de jour et d'hébergement viennent effectivement répondre au 3919. C'est deux dispositifs qui sont complémentaires parce que pour nous, avoir une écoute qui ne permettrait pas une orientation des femmes ne serait pas efficiente. C'est essentiel que si une femme souhaite partir, si une femme souhaite aller rencontrer une professionnelle sur le terrain, qu'elle est en capacité de passer ce cap-là, qu'on puisse lui permettre, alors que ce soit avec notre réseau ou avec des réseaux partenaires sur les territoires. Oui, c'est important pour vous de rester toujours en proximité. Et le lien, j'imagine qu'il y a quand même une certaine forme d'anonymat qui existe lorsqu'on appelle. Vous arrivez à sortir ensuite de ce lien d'anonymat pour permettre vraiment de mettre en relation avec des structures locales. C'est quand même une démarche pas facile à réaliser, d'aller ensuite voir quelqu'un. Alors, le 3919 est effectivement une ligne d'écoute gratuite, anonyme, et qui respecte le temps des femmes. Et notre principe d'intervention, c'est qu'on croit les femmes qui nous appellent. Et donc, c'est vrai que si une dame vient poser une parole, déposer un témoignage, les écoutantes vont toujours lui apporter des informations sur ses droits, sur les structures existantes, et en fonction du moment de la femme, lui donner une orientation. L'orientation, elle est au plus proche, effectivement, de son lieu d'habitat. Donc les écoutantes ont toute une base de données très riche qui va permettre, effectivement, à la personne, si elle le souhaite, de pouvoir aller se rendre dans une association locale. Pour nous, cette proximité-là, elle est importante, et c'est pour ça qu'on a un maillage territorial en tant que fédération qui est aussi très important. Donc ça, c'est l'action que vous menez tout au long de l'année, j'imagine, 365 jours par an. Mais au-delà, vous avez également une mission de fond, une mission de plaidoyer. Vous portez la parole contre les violences. Absolument, on porte la parole de la lutte contre la violence faite aux femmes et pour un monde sans violence. Et ça nous semble important de comprendre que les violences faites aux femmes sont finalement une sorte de miroir des rapports de domination. Et donc il faut bien les comprendre pour pouvoir lutter contre cela. On milite très fortement pour que l'éducation à la vie affective et sexuelle dès le plus jeune âge soit mise en œuvre. Pourquoi ? Parce que si dès le plus jeune âge, vous travaillez avec des petites filles et des petits garçons sur ce que c'est que le consentement, sur la question du respect, sur la question du désir, sur la question des droits, sur la question de notre contrat social, eh bien, vous êtes en train de former des citoyens et des citoyennes qui vont, dans leur rapport affectif, comprendre que le monde s'articule autour de ces principes-là.
Et donc, on considère que si on veut lutter contre les violences faites aux femmes, c'est trop tard d'intervenir uniquement dans les centres d'hébergement. Il faut penser un continuum de la prise en charge. Et donc notre plaidoyer, c'est celui-ci, l'éducation à la vie affective dès le plus jeune âge. C'est des vrais moyens financiers pour lutter contre les violences faites aux femmes. Et puis aussi, c'est des plaidoyers qui vont permettre aux politiques publiques d'évoluer sur la prise en charge des femmes victimes de violences et de leurs enfants. C'est un travail de longue haleine. Vous estimez avoir aujourd'hui de l'écoute, notamment dans la sphère politique ? Je pense qu'on est dans un moment un petit peu paradoxal. Jamais cette question n'a autant été mise dans le débat public ou n'a jamais autant été considérée dans la parole des hommes et des femmes politiques. Or, force est de constater qu'actuellement, nous vivons un moment très compliqué, puisque de très nombreuses associations, que ce soit les nôtres ou d'autres, sont face à des difficultés financières majeures, au point que nous mobilisons et nous sollicitons des partenariats privés, comme les vôtres par exemple. Donc pour nous, c'est aussi important de comprendre que ce sont pour nous des fonctions régaliennes de l'État et qu'il faut effectivement lutter contre les violences faites aux femmes, et que ça, c'est une volonté politique qui s'impose. Et donc non, on considère qu'aujourd'hui, au-delà des discours, il faut des vrais moyens pour les associations de terrain qui sont en très grosse difficulté. Moi, tous les jours, en tant que directrice générale de cette fédération, j'ai des appels de nos associations en territoire qui sont en très grosse difficulté. Donc oui, nous sommes dans un moment d'inquiétude très important. Ce sont des milliers de femmes qui sont prises en charge dans ces associations. C'est une expertise professionnelle qu'on ne peut pas perdre. Et donc oui, on en appelle à la responsabilité des femmes et des hommes politiques de lutter et d'éradiquer définitivement ces violences faites aux femmes et à leurs enfants. Bien sûr que c'est une responsabilité de la sphère publique, mais c'est aussi une responsabilité d'entreprise engagée comme la nôtre, entreprise à mission. Et c'est pour cette raison que nous voulons également, nous vous accompagnons d'une manière pratique, l'accompagnement financier qui est le nôtre. Comment vous pouvez l'utiliser ? Alors c'est déjà effectivement des moyens qui ont été mis à disposition par l'ouverture de ce compte bancaire, qui est une avancée importante puisque les femmes peuvent y aller uniquement avec une attestation. On ne leur demande pas d'avoir déposé plainte, et donc pour nous c'est très important parce que c'est très respectueux du processus des dames qui peuvent décider parfois de porter plainte des mois après, et parfois pour certaines ça va être beaucoup plus long. Donc ça c'est la première chose, et puis c'est les moyens qui ont été mis en œuvre pour qu'on puisse effectivement au niveau du 3919 développer des moyens supplémentaires en lien avec le SIAO 115 pour la mise en sécurité des femmes à travers la question de l'hébergement d'urgence. 2025, dans vos actions, vous avez choisi, vous n'avez peut-être pas eu le choix, mais vous êtes vraiment allé également dans le sens de soutenir également les enfants. Les enfants victimes, je ne sais pas si on peut dire indirectes, mais enfin victimes également de ces maltraitances, soit parfois même personnellement, physiquement. Ça, c'est encore un autre combat, c'est encore une autre manière d'aborder le sujet, parce que l'enfant va pas téléphoner au 3919. Alors si, c'est possible. C'est possible. En fait, pour la fédération, depuis le début, la question des enfants est partie intégrante, puisque si on prend les chiffres de l'année dernière au 3919, plus de 75% des femmes qui nous ont appelés ont au moins un enfant. Et donc ça veut dire que quand les femmes décident de partir, elles partent toujours avec leurs enfants, à moins qu'on leur ait enlevé, à moins qu'elles n'aient pas la possibilité de le faire. Mais sinon, les femmes partent avec leurs enfants. Et donc ça veut dire que nos professionnels sur le terrain prennent en charge les femmes et leurs enfants. Et donc c'est pour ça qu'on a décidé, alors qu'on porte cette question en plaidoyer depuis 50 ans maintenant, de remettre sur la place publique et politique la question de la place des enfants victimes de violences conjugales, parce que pour nous, à la Fédération, ces enfants sont toujours victimes. Qu'ils soient victimes directes ou indirectes, comme vous le dites, des coups, mais ils sont toujours victimes, parce que cela vient impacter durablement leur vie. Et c'est pas simplement de se dire que les enfants sont notre futur. Ces enfants vivent présentement ces violences, ces enfants vivent présentement la destruction de tout l'écosystème familial, la violence que leur mère a subie, l'inversement des positions dans l'organisation de la vie de famille. Et donc pour nous, il est important que des vrais moyens aussi soient dédiés à ces enfants comme des sujets à part entière. Et ça contribue à
travailler sur leur futur, évidemment. Absolument. On va avoir notamment une exposition sur les enfants victimes de violences conjugales le 15 mars qui va tourner dans toute la France parce qu'on souhaite, à travers une exposition sensible qu'on a menée avec la photographe Camille Garbi, pouvoir interpeller le grand public, mais aussi les décideurs publics et privés sur le sort de ces enfants. Et ce que quelqu'un disait, que la manière dont on considère les femmes dans une société dit beaucoup de cette démocratie, ou en tout cas de la manière dont on envisage la démocratie. Pour nous, la question des enfants, c'est la même chose. La manière dont une société traite ses enfants, ça dit énormément de ce qu'est cette société. Vous avez encore un combat énorme à mener. Et sur ce sujet de la ruralité, on retrouve ça d'une manière générale sur l'accès à la solidarité. Parce que la solidarité, elle est beaucoup plus difficilement d'accès en territoire rural. Et ce que vous exprimez le démontre une fois de plus. Absolument. Miné, vous êtes une femme qui a toujours été engagée. Vous avez eu un engagement municipal fort, puisque vous avez été adjointe au maire de la ville de Strasbourg. Aujourd'hui, c'est fini pour vous, la politique ? Alors ça dépend ce qu'on met derrière le mot politique, parce que pour moi, effectivement, lutter contre les violences faites aux femmes est politique, puisque comme le disaient les féministes dans les années 70, le privé est politique. Et donc quand on lutte contre les violences, on fait de la politique au sens noble du terme. Mais oui, j'ai eu aussi un mandat politique en tant qu'adjointe au maire de la ville de Strasbourg en charge des droits des femmes. J'en garde un souvenir et une expérience émue de tout ce qu'on a pu mettre en place avec les associations et la richesse de ce que font les professionnels sur le terrain. Mais effectivement, j'ai décidé de m'extraire du monde de la politique parce que j'avais envie de revenir à la vie associative, et puis parce que la violence aussi que les femmes peuvent vivre en politique est parfois difficilement supportable, et que quand on ne veut pas toujours y laisser sa santé mentale, il faut aussi savoir se mettre un peu en retrait. Et donc vous continuez cet engagement politique d'une autre manière en étant aujourd'hui Je retourne à mes premiers amours, qui est la vie associative. Voilà, moi j'ai toujours travaillé dans la vie associative, toujours été bénévole dans la vie associative, et je considère que le collectif permet la transformation de la société, et que dans cet espace-là, moi, en tout cas, je m'y sens bien, et que j'ai autour de moi des femmes extraordinaires qui me permettent de penser qu'on va changer le monde. Que serait la France sans vie associative ? Pas grand-chose. J'en suis convaincu. Nous arrivons maintenant bientôt au terme de cette conversation, et comme on vous l'avait dit avant, je vais vous poser maintenant trois questions personnelles. D'abord, vous demander quelle est la personne qui vous inspire tout particulièrement. Incontestablement Gisèle Halimi, une avocate qui a marqué la France par ses combats, que ce soit pour la question du droit à l'avortement ou pour que ce soit la question du viol. Les femmes doivent beaucoup à Gisèle Halimi, et je crois que c'est vraiment une personnalité éclairante et inspirante, parce qu'elle nous montre comment il faut être à l'avant-garde parfois pour pouvoir faire bouger les choses dans la société. Et donc à cet égard, pour moi, c'est une femme inspirante et éclairante. Ce système a quand même évolué. Alors le système a évolué grâce à des femmes. Aujourd'hui, on ne se fait plus conspuer, j'espère. Alors si. Si. Ah si. Les cyberviolences que vivent un certain nombre de femmes. Je parle des militantes comme vous. Ah oui, si. Ah oui, bien sûr. Je veux dire, c'est de différentes manières. On peut être complètement décrédibilisé quand on porte des propos. On peut subir du cyberharcèlement sur les réseaux sociaux quand on prend des positions. Oui, les féministes aujourd'hui sont encore largement conspuées sur les réseaux sociaux, peuvent être victimes de cyberviolence de manière très agressive. Certaines se sont complètement retirées de cet espace-là parce que les violences sont beaucoup trop difficiles. Je vous parlais tout à l'heure d'un paradoxe. Grâce au Grenelle de la lutte contre les violences faites aux femmes, des choses ont évolué incontestablement, mais il y a un retour d'une forme de conservatisme, d'une forme d'attaque en direction des militants, tout simplement des professionnels engagés sur ces questions. Les chiffres sont éloquents, je ne les ai pas là en tête, mais les chiffres de cyberviolence en direction des personnes engagées, les femmes vivent beaucoup plus, notamment de cyberviolence que les hommes. C'est important que vous ayez pu le dire dans cette conversation. Deuxième question un peu personnelle, votre mantra dans la vie ? Il n'y a pas d'utopie qui ne puisse pas un jour devenir concrète. Je crois que quand on travaille sur ces questions-là, il faut être convaincu qu'on va y arriver.
Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Gisèle Halimi qui m'a dit « Ne vous résignez jamais, on va y arriver ». Et je crois qu'on doit être porté par ces utopies parce que ce qu'on veut en réalité, c'est simplement un monde sans violence, un monde où les petites filles et les petits garçons aient le même champ des possibles. Et donc, à cet égard, je pense que notre combat est juste, qu'il est pour la démocratie. Et donc, à cet égard, je crois que ce mantra devrait être collectif. Merci beaucoup Minet, merci beaucoup d'être venu ici. J'espère que ce témoignage que nous diffuserons contribuera tout simplement à vous soutenir dans ce combat. Et j'invite évidemment tous nos auditeurs à aller sur le site de la Fédération, à faire connaître également le 3919 autour d'elle. Le combat doit continuer, nous serons à vos côtés et je vous souhaite pleine réussite dans cet engagement extrêmement fort, car en définitive, il y va de la vie des femmes. Merci beaucoup. Merci pour votre engagement. Merci. Et puis moi, je voudrais ici remercier l'ensemble des professionnels qui travaillent dans des conditions difficiles et qui, sans relâche, luttent pour que les violences contre les femmes cessent. Merci beaucoup.